Alors, du coup, je vais vous parler d'une méthode qui a été développée par l'UMR Espace Dev, l'Université de Mayotte et l'UMR Marbeck, qui consiste à donc une méthode rapide et reproductible par télédétection pour évaluer l'impact du cyclone Chido sur les mangroves de Mayotte. Donc, pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte sur les mangroves à Mayotte, il y a 735 hectares de mangroves répartis en 29 peuplements que vous pouvez voir sur la carte juste ici. Dans ces peuplements, on trouve 8 espèces différentes de palétuviers qui sont réparties au sein de la mangrove. Donc, selon la zone dans laquelle on se trouve, on a la mangrove externe, mangrove centrale, la mangrove, etc. Et au milieu aussi des zones de tanne sans végétation. Donc, ces mangroves, elles rendent de nombreux services écosystémiques, notamment la stabilisation du trait de côte, l'atténuation de l'énergie des vagues, la séquestration du carbone et servent d'habitat à de nombreuses espèces. Donc, ce sont des écosystèmes très importants, mais qui sont soumis à de nombreuses pressions, notamment l'anthropisation. Donc, il faut savoir qu'à Mayotte, il y a une démographie très importante. La population a multiplié par 5 en l'espace de 40 ans, ce qui a amené à beaucoup de constructions et qui a impacté très visiblement ces écosystèmes. Donc, elles sont soumises à l'érosion et au changement climatique. Donc, pour reparler de Chido, rapidement, il a causé énormément de dégâts, comme on a pu le voir, et notamment sur les écosystèmes littoraux. Donc là, par exemple, nous avons des photos qui ont été prises à la suite de cet événement. Donc là, c'est la mangrove de Tsingoni qui est visible sur la carte. Et donc, on voit cette photo, on a donc le avant-après et un seul palétuvier qui est resté debout et le reste des arbres qui est couché et complètement défolié. De même pour la mangrove de Dzumonier, donc elle qui est une très grande mangrove au nord de Mayotte, où on voit que la totalité des arbres sont couchés et défoliés. Donc face à cet impact, on a eu quelques besoins, donc notamment mesurer l'impact sur les différentes mangroves à l'échelle du territoire de Mayotte, localiser les zones prioritaires pour la restauration et aussi effectuer un suivi de la végétation dans le temps. Donc pour cela, on a développé une méthode par télédétection. Donc cette méthode, elle repose sur des séries temporelles de NDVI acquises par le capteur Sentinel-2. Donc il fournit des images en libre accès avec 13 bandes en résolution spectrale minimum à 10 mètres. On a une répétitivité tous les 5 jours. Et donc, sur ces images multispectrales, on peut calculer l'indice NDVI, qui est un indice largement utilisé en télédétection, connu et facile d'utilisation, donc qui repose sur l'utilisation des bandes rouges et proches infrarouges pour donner donc un indice sur la vigueur de la végétation. Donc 0, c'est un sol nu, et plus on se rapproche du 1, plus on a de la végétation. Donc là, on a encore la mangrove de Dzumonier qui est dans le nord de Mayotte, où on peut voir l'image multispectrale, puis le calcul du NDVI sur la mangrove, et on reconnaît bien les zones de tanne, donc sans végétation, au milieu de la mangrove. Donc ça, c'est une image satellite avant Chido. Donc pour se procurer ces images, on a utilisé une chaîne en libre accès codée en Python qui permet de télécharger les images Sentinelle directement depuis le catalogue Copernicus, de calculer les produits NDVI et les masques nuages, et en ajoutant donc les polygones, nos emprises de mangrove à cette chaîne, on obtient directement des moyennes de NDVI par mangrove à chaque date sur la série temporelle. Donc ces séries temporelles, on les a analysées selon 3 manières, donc que je vais détailler. Déjà, donc la série temporelle, on l'a extraite de septembre 2024 à juillet 2025, et on a divisé donc en différentes périodes pour pouvoir analyser l'évolution de la végétation dans les mangroves. Donc sur la première période, on est en pré-cyclone, la période avant le cyclone, puis une deuxième période directement en après-cyclone, et on a pris 2 autres périodes jusqu'à juillet pour voir la résilience de la végétation. On a décidé de découper comme ça les données selon des périodes parce que sur une image, selon la couverture nuageuse, on n'a pas forcément des données sur toutes les mangroves. Donc prendre plusieurs dates à chaque fois pour faire des moyennes de NDVI, c'était plus simple au niveau de l'acquisition des données. Et ensuite, donc, pour cette première analyse, on a fait des différences entre chaque période pour évaluer donc, tout d'abord l'impact du cyclone, puis ensuite la récupération.
Au niveau de la deuxième analyse qui a été réalisée, on a voulu appuyer ces résultats avec une analyse statistique. Donc cette fois, on a regroupé nos mangroves selon des aires géographiques, donc de façon cohérente par rapport à l'orientation des mangroves au littoral et par rapport à leur position sur le territoire. Et ce regroupement nous a permis d'augmenter encore le jeu de données. Donc on avait plusieurs mangroves dans chaque aire, ce qui nous a fait plusieurs observations NDVI. Et ensuite, on a réalisé un test ANOVA pour comparer toutes les périodes entre elles et voir si les différences sont significatives. Pour la troisième analyse qui a été réalisée, on a fait une spatialisation de l'évolution du NDVI au sein même des mangroves. Donc pour ça, on a soustrait des images directement entre elles sur les emprises des mangroves afin de voir comment évolue le NDVI. Donc s'il y a plutôt une évolution, ce qui voudrait dire qu'il y a un regain de la végétation sur la zone ou au contraire une perte qui correspondrait du coup à la défoliation. Donc au niveau des résultats, on a 60 dates qui ont été acquises et utilisables entre septembre 2024 et juillet 2025. Donc là, on peut voir c'est du coup le nombre de pixels disponibles sur toutes les mangroves confondues sur le territoire de Mayotte. Donc ça, c'est pour montrer qu'à chaque date, des fois, on a des pixels que dans certaines mangroves ou pas sur tout le territoire. Et donc ça, c'est avant tout dû à la couverture nuageuse. Donc la première analyse qui consistait en différences de NDVI. Donc ça, c'est les résultats par mangrove sur tout le territoire. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on observe des grandes différences directement en impact cyclone dans les mangroves du nord, qui montrent qu'elles ont été bien plus impactées que les mangroves du sud, et ce qui est cohérent par rapport à la trajectoire du cyclone, donc qui est signalé là en rouge et qui a traversé donc le nord de Mayotte. Et puis après, sur la récupération, on a une récupération qui est un peu plus forte dans les mangroves de l'Est. Et puis, on peut voir que ça continue ensuite. Et surtout, on a appuyé ces résultats donc, avec l'analyse statistique ANOVA. Donc, pour vous expliquer comment lire ces résultats, on a du coup les différentes périodes. Donc chaque moyenne de NDVI à chaque période qui est représentée par une couleur. Et quand les périodes sont différentes entre elles, donc il n'y a pas les mêmes lettres au-dessus. Donc là, ce qu'on peut voir par exemple, c'est que dans les mangroves du nord, on a une différence qui est bien significative entre les moyennes obtenues en avant-cyclone et en après-cyclone, donc désignées par les lettres A et B. Et on a bien une diminution de la moyenne, ce qui montre qu'il y a eu une forte défoliation sur la zone, donc sur toutes les mangroves du nord. Et ensuite, pour la période de la récupération à 7 mois, on peut observer qu'on a encore une différence significative avec les deux périodes d'avant et peut-être une légère augmentation. Donc, on peut se poser la question qu'il y a peut-être une refoliation sur cette zone. Dans les mangroves, par exemple, de la zone mid-est, on a bien une différence significative entre l'avant-cyclone et l'après-cyclone, donc signalée par les lettres A et B. Et après, on peut voir qu'à la récupération à 7 mois, on n'a pas de différence significative avec la période avant cyclone. Après, on ne peut pas parler d'un retour à l'état initial, bien sûr, mais juste d'une refoliation qui est revenue donc, sur cette zone et qui est semblable à avant, ce qui montre qu'elle a peut-être été donc moins impactée, comme on l'a vu, et qu'elle a aussi une bonne reprise. Les mangroves du sud, on peut voir qu'il n'y a pas de lettres, ce qui en fait signifie qu'il n'y a pas eu de différence significative entre l'avant et l'après-cyclone. Donc on peut se dire qu'elles ont sûrement été moins impactées par le cyclone. Au niveau de la spatialisation de l'évolution du NDVI, donc on a les résultats directement en post-cyclone sur la mangrove de Dzoumogné, donc sur la première image. On peut voir qu'il y a une variation négative du NDVI sur une grande partie de la zone, ce qui marque une très forte défoliation et donc qui rejoint les premières images que je vous ai montrées au début de la présentation. Une petite récupération du coup au mois plus 5 et une récupération un peu hétérogène au mois plus 7. Donc ces effets-là, pour ces récupérations intermédiaires, il faut du coup penser qu'il y a un effet de la saison. Donc on a d'abord été en saison humide, puis ensuite en saison sèche, ce qui peut expliquer la perte aussi qu'il y a à la récupération au mois plus 7. Et donc si on fait un bilan post-cyclone, donc c'est-à-dire qu'on prend la dernière date acquise en juillet, qu'on compare vraiment avec les données qu'on avait en avant-cyclone, en fait on voit, donc c'est l'encart qu'il y a à gauche,
on voit que la mangrove de Dzoumogné est quand même encore très impactée et qu'il y a vraiment eu une forte dégradation. On peut même voir des zones qui n'ont pas du tout changé, même si bon, voilà, ça n'a pas beaucoup varié, mais en tout cas là, on a des zones qui sont fortement dégradées. Pour comparer, on a aussi la mangrove de Bandrélé, donc qui est dans la zone géographique sud-est. On a vu c'est une zone qui a été moins impactée par le cyclone. Et donc on peut voir quand même qu'il y a un impact qui a été observé. Donc on observe une perte en bleu quand même sur le post-cyclone, puis une légère récupération. Et on voit donc les couleurs qui sont beaucoup moins vives que sur la mangrove de Dzoumogné et qui montrent qu'il y a même eu une bonne récupération du NDVI sur certaines zones de cette mangrove. Donc, en conclusion pour cette méthode, donc, il s'agit d'une méthode qui est simple et reproductible, peut être complémentaire avec des méthodes in situ pour analyser l'impact rapidement donc, sur le terrain suite à ce genre d'événement. On a pu identifier rapidement les mangroves les plus impactées, et ça à l'échelle du territoire de Mayotte, et effectuer donc un suivi spatial et temporel qui est encore en cours. Les limites, comme on l'a vu, c'est au niveau de l'accessibilité aux données, donc la couverture nuageuse qui a été très présente. Pour certaines mangroves, on n'a pas eu de données avant peut-être 3 mois après le cyclone, vu que la couverture nuageuse est restée très présente. Et aussi la surface des mangroves qui des fois a été très petite, et donc c'est difficile d'acquérir des données sur ces zones-là. Au niveau des perspectives, donc ce travail s'intègre dans le projet Chido Mangrove, donc Cyclone Hazard Impact on Mangrove Dynamics and Observation. Et donc ce travail qui a été fait va pouvoir donner lieu à un suivi à plus haute résolution spatiale, donc avec des acquisitions Pléiades Néo, sûrement des acquisitions drones. Et enfin, donc cette méthode, c'est une méthode qui s'adresse avant tout aux gestionnaires pour qu'ils puissent avoir une visualisation rapide des impacts du cyclone, et qui rejoint donc d'autres méthodes terrain qui ont été développées récemment, comme la méthode d'Arama. Voilà, merci pour votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des dernières questions ? Oui, alors moi j'aurais une question parce que cette photo m'intrigue. Moi, je ne connais pas donc Mayotte, l'île la mangrove là-bas, puisque j'avais quand même une idée de palétuviers qui sont régulièrement noyés. Là, on a l'impression qu'on voit le sol, qu'il n'y a pas d'eau. Donc j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'effectivement il y a différents types de mangroves à Mayotte, certaines qui sont noyées classiquement, enfin ce qu'on connaît, et puis d'autres où il n'y a pas d'eau. Et à ce moment-là, quel est l'impact justement de ce fond ? Parce que le sol nu, quand l'indice de végétation est nul, certes. Après, quand il y a de l'eau, on sait qu'il y a des absorptions différentes du proche infrarouge, du rouge, etc. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a des différences entre des sites peut-être noyés tout le temps et puis d'autres qui ne sont pas noyés ? Et puis, est-ce que ça a été pris en compte ? Et est-ce qu'on voit justement ce fond, notamment quand il n'y a plus de mangroves, et du coup, on devrait avoir des signatures différentes Oui, alors au niveau du coup de l'eau, il y a des zones de la mangrove en arrière-mangrove qui sont beaucoup moins soumises du coup aux marées. Et c'est également quelque chose à prendre en compte du coup avec l'utilisation de l'imagerie satellite. C'est vrai qu'il y a eu des images où effectivement il y avait de l'eau qui venait perturber le signal NDVI, donc plutôt aux abords vraiment du littoral. Après, donc, moi, j'ai pas étudié vraiment la structure de la mangrove à Mayotte, mais il me semble que tout ce qui fait partie de la mangrove est moins sujet à la marée, voire des fois il n'y a pas d'eau, je crois. Donc, oui, je pense que ce sont des photos de l'arrière-mangrove. Merci pour cette présentation. J'aurais une question, je pense, un peu similaire à celle de Aurélie. C'est que, est-ce que la signature spectrale peut également changer en fonction du type de mangrove? Et du coup, est-ce que entre différentes périodes temporelles, est-ce que la mangrove est restée la même, donc c'est-à-dire les plantes sont restées exactement les mêmes, ou il y a une colonisation d'autres plantes, d'autres types de mangroves qui auraient pu apporter une signature spectrale différente? Oui, c'est une question qu'on s'est posée parce que c'est vrai qu'avec le NDVI, en fait, on mesure tout ce qui est végétation sans vraiment savoir ce qu'il y a en fait en dessous. Donc, quand on dit qu'il y a une reprise du NDVI, c'est vrai qu'on parle de feuilles, sûrement de mangroves, parce qu'en fait, il y a
pas d'autres végétations qui se développent. C'est un milieu très salin, donc normalement, c'est vraiment des feuilles de mangrove qu'on est en train de mesurer. Mais du coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne parle pas de retour à l'état initial, parce qu'en fait, ce sont peut-être des nouvelles feuilles, peut-être une nouvelle structure. En fait, on n'a aucun indice, par contre, sur la structure de la mangrove. Et ce qu'on mesure quand on parle de regain de végétation, on sait que ce n'est pas une structure qui est similaire à l'avant-cyclone. Merci. Ouais, juste pour dire qu'on a essayé de regarder aussi parce que sur certaines mangroves, c'est renseigné les différents types de palétuviers qu'on a. On a essayé de voir si on voyait des différences et c'était vraiment pas évident. Et juste pour répondre à la fin de ta question, a priori, ce qui reprend, c'est du palétuvier et c'est les mêmes palétuviers parce que c'est pas très colonisateur, la mangrove, ça va pas très vite. Donc, si ça reprend, c'est que c'est a priori la même espèce. Oui, et pour compléter, dans les perspectives du projet, c'est vrai qu'on va pouvoir s'intéresser avec une résolution plus fine, du coup, aux différentes zones de la mangrove et aux différentes espèces qui sont à l'intérieur et voir si on observe également des différences de reprise entre les espèces qui peuplent la mangrove. Merci. En fait, c'était juste pour compléter, parce qu'on a fait du terrain notamment sur quelques-unes des mangroves. En effet, à ce stade, dès qu'il y a des feuilles, c'est les arbres qui sont pas encore morts, en fait, sont complètement défoliés, mais c'est qui refont des premières feuilles. Après, on n'est pas sur la même structure, comme tu disais, mais voilà, on n'est pas sur des espèces nouvelles. Et pour l'histoire de l'eau, à Mayotte, il y a quand même un marnage de 4 mètres, en condition maximale. Donc là, vu la zone, a priori, c'est juste une mangrove normale, mais à marée très basse. À Mayotte, on n'a pas les images comme en Afrique de l'Ouest, où il y a des grandes mangroves estuariennes dans des grandes embouchures de fleuves, etc., qui sont tout le temps les pieds dans l'eau. J'imagine que pour des raisons, tous les suivis, les observations de drones qui ont été faites, c'est beaucoup plus visible à grande marée basse comme ça, et c'est pour ça que toutes les photos sont prises, de la présentation en tout cas, sont sans eau. Oui, ça, j'imagine, mais c'est ce que... Ouais, Oui, c'est ce que j'ai pu observer sur certaines images NDVI où on voit vraiment que la partie vraiment qui touche l'eau de la mangrove vient un peu dépasser sur la partie mangrove. Et donc là, c'est qu'il y a de l'eau en fait. Et que, là, après, ça se voit même sur la multispectrale, les zones où il y a de l'eau. Ouais. Celle d'après... Oui, ah ouais. Là, ça peut être de la présence d'eau, oui. Ah ouais. Très bien. Merci beaucoup et félicitations. Merci.